je vous invite à découvrir l'Islande, littéralement terre de glace, État insulaire de l'océan Atlantique Nord, situé entre le Groenland et la Norvège, à la limite du cercle polaire. Géographiquement plus proche du continent américain, cette île est rattachée, culturellement et historiquement, à l'Europe. D'une superficie de 103 000 km², sa population est d'environ 330 000 habitants, soit moins de 3 habitants au kilomètre carré. Densité la plus faible du continent. En dehors de Reykjavik, la capitale, et son agglomération, qui regroupe les 2/3 de sa population, la seconde ville du pays, Akureyri, compte moins de 18 000 habitants. L'île est composée pour environ 12% de glaciers, 40% de sable, 25% de champs de lave, 20% de pâturage, 3% de lacs et 1% seulement sont des terres cultivées. Terre des extrêmes et des contrastes, l'Islande est une fabuleuse leçon de géologie. Paysages sauvages, sols craquelés, soulevés, fumants, laissant apparaître par endroits les entrailles de la terre, l'Islande était considérée autrefois comme la porte des enfers. En se rendant en Islande, on ne peut être que frappé par l'absence de végétation sur le territoire, aucune forêt, pas de haies arbustives, aucun arbre isolé, une strate herbacée très limitée, seule la mousse couvre à l'infini les champs de lave. Évidemment, les sols islandais, brûlés par les pluies de cendres, lessivés par les débâcles glaciaires, couverts de neige pendant les 3/4 de l'année, avec 24 heures de soleil l'été, 24 heures de nuit l'hiver, des températures qui dépassent rarement 10 degrés centigrades, un vent continu, ne se prête guère à l'épanouissement de la flore. Par contre, l'Islande héberge de grandes populations d'oiseaux, marins et d'eau douce, un paradis pour les ornithologues. En un mot, l'Islande est une destination unique pour les amoureux de nature et de solitude. Pour m'éviter de les écorcher, les noms des villes, lieux ou sites s'afficheront. C'est sur cette péninsule qu'on atterrit à l'arrivée en Islande. Étant situé sur la zone de séparation des plaques américaines et européennes, on y observe toutes sortes de phénomènes géothermiques comme des fissures éruptives, coulées, marmites de boue, volcans. Sur ce promontoire, qui compte 2 phares, découvrons nos premiers volatiles. L'Eider à duvet, présent sur toutes les côtes islandaises, est une espèce de canard marin. C'est un excellent plongeur qui ne craint pas de s'immerger jusqu'à 15 mètres pour récolter crustacés et coquillages. Son aire de nidification se situe sur l'Atlantique Nord à la limite de la banquise. Dans son nid, construit de matériaux divers et garni d'une épaisse couronne de son duvet, la femelle dépose 4 à 6 œufs couvés pendant 25 à 28 jours. Les jeunes sont nidifuges et s'envolent dans un délai de 65 à 75 jours. Nidifuge se dit des oiseaux dont les jeunes sont couverts de duvet et aptes à quitter le nid une fois l'œuf éclos. Ils sont capables de se nourrir seuls, si besoin est, avec l'aide de leurs parents. Depuis des siècles, une relation étonnante lie ces oiseaux aux humains, qui protègent leur colonie des prédateurs pendant la nidification, mais qui récoltent une partie du duvet garnissant les nids tout au long de l'incubation. Le duvet d'Eider demeure par sa qualité unique le meilleur isolant qui soit pour le garnissage des vêtements comme des couettes et des édredons. 3 tonnes de duvet, soit la grande majorité de la production mondiale, sont exportées d'Islande chaque année. Ce pont, entre les 2 continents, symbolise la frontière entre les plaques nord-américaines et eurasiennes.
le cap des Fumées constitue l'extrémité sud-ouest de la péninsule. Le chevalier gambette est le plus courant des limicoles d'Islande. Les limicoles sont des oiseaux qui vivent et se nourrissent sur la vase grâce à leurs pattes et leurs becs qui sont adaptés aux milieux humides et vaseux. Il crie et tournoie autour de ceux qui s'approchent de lui. Une des zones géothermiques les plus chaudes de la région, avec des températures relevées à 300 degrés centigrades. On y trouve peaux de boue et autres fumerolles. L'usine voisine exploite la chaleur géothermique pour produire de l'électricité. Désolé que la caméra ne puisse restituer l'odeur de soufre omniprésente. Le lagon bleu est un lac artificiel alimenté par la centrale géothermique voisine au milieu des champs de lave et de lichen. Cette eau, à 38 degrés centigrades, naturellement riche en sels minéraux, silicates et algues bleu-vert, donne au lagon sa couleur bleue turquoise laiteuse. Elle a des propriétés curatives en ce qui concerne certaines maladies de la peau. Le droit d'entrée, 50 € par personne, nous a incité à choisir un autre spa bien moins cher, donc gratuit. On en trouve partout dans le pays. Cette haute champ géothermique se trouve au milieu du rift de la dorsale atlantique qui traverse l'île du sud-ouest au nord-est. La température à 1000 mètres de profondeur s'élève à 200 degrés centigrades. Géographiquement proche de Reykjavik, mais à des années-lumière dans l'esprit, l'ouest de l'Islande est, à bien des égards, un splendide microscope de ce que le pays peut offrir en dehors de la capitale. Or, nombre de touristes font l'impasse sur cette région pour se cantonner à la route circulaire. Ce qui est finalement une bonne nouvelle pour nous qui apprécierons ce secteur méconnu en toute quiétude. Fjords verdoyants, volcans majestueux, falaises plongeant dans la mer, larges plages dorées composent l'incroyable paysage de cette péninsule longue de 100 km et dominée par l'étincelante calotte glaciaire de son sommet. Des cascades plus ou moins hautes, plus ou moins larges, plus ou moins puissantes se rencontrent dans tout le pays et prennent des formes variées suivant les roches qu'elles dévalent. Cette petite église en bois porte le deuil d'un hameau aujourd'hui disparu. Ce volcan, recouvert d'un glacier, un des symboles de l'Islande, se trouve à l'extrême ouest de la péninsule et domine ses environs. La montagne est aussi fameuse en raison du roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Le sujet du roman traite de la découverte d'un manuscrit ancien par un savant allemand qui, avec son neveu et leur guide, entreprennent un voyage vers le centre de la Terre en y entrant par ce volcan islandais éteint.
Avec une population estimée à 1 million de couples reproducteurs, c'est une espèce abondante, en particulier en Islande. La sterne arctique effectue la plus longue migration annuelle dans le monde, de l'Arctique où elle se reproduit à l'Antarctique où elle hiverne. Elle vole de ce fait 8 mois par an. Elle est très agressive, défendant avec acharnement son nid et ses oisillons en attaquant les humains et les grands prédateurs, généralement en donnant des coups de bec sur le dessus ou l'arrière de la tête. Sur cette très belle plage de sable et galets noirs reposent les restes d'un chalutier anglais échoué en mars 1948. Ces 4 pierres de levage, bizarrement, il y en a désormais 6, servaient à tester la force des aspirants pêcheurs. L'incapable, 23 kg, le faible, 54 kg, le mi-fort, 100 kg et le complètement fort, 154 kg. Quiconque ne pouvait soulever le mi-fort était déclaré inapte à une vie de marin.
Cette charmante bourgade, 1100 habitants, construite autour de son port naturel, est la plus importante de la péninsule. Appelé aussi pétrel fulmar, le fulmar boréal est un oiseau de mer de taille moyenne vivant dans les parties nord des océans. Son bec, crochu, jaune et gris, est très particulier. En dehors de la période de reproduction, le fulmar boréal évolue uniquement en haute mer sans guère se poser. Il niche en colonie sur les corniches et dans les anfractuosités des falaises côtières. L'unique œuf de l'unique ponte est déposé par la femelle à même la roche. Cet oiseau, à la longévité importante, atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 9 ans et peut se reproduire jusqu'à la fin de sa vie, parfois jusqu'à 50 ans. Cette région, désolée, est l'une des plus spectaculaires de l'île. Très peu peuplée, jouissant de paysages taillés à la serpe et isolés, tant par leur géographie que par l'absence de route, les fjords de l'Ouest sont un véritable paradis pour les aventuriers. La nature est véritablement grandiose, composée de montagnes vertigineuses, de fjords insondables et d'une côte sinueuse, jalonnée de petits villages de pêcheurs qui s'accrochent farouchement à leur mode de vie traditionnel. La colonisation de l'Islande par les Vikings a commencé dans les années 600. À ce moment-là, le seul mammifère présent sur l'île était le renard polaire que nous n'aurons pas la chance de croiser. Les colons ont amené leurs animaux, chevaux, chiens, moutons, chèvres, vaches et rennes. Depuis, les rennes sont retournées à l'état sauvage, il n'y a plus d'élevage depuis longtemps. En l'an 930, le Parlement islandais a mis en place une loi, toujours en vigueur aujourd'hui, l'interdiction formelle d'importer un mammifère autre que humain sur l'île, et ce, en raison des épidémies sur le continent alors qu'il n'y avait pas de maladie en Islande. Les animaux de ferme, aujourd'hui présents sur l'île, sont donc les descendants des animaux importés par les colons et n'ont jamais été croisés. Pour toutes les espèces, l'élevage est pratiqué en extensif et c'est surtout la sélection naturelle qui opère avec le climat rigoureux, les volcans et les tremblements de terre. Autant dire que seuls les animaux les plus forts ont survécu en Islande. Le mouton islandais est donc une des races les plus pures et les plus anciennes au monde. Les Islandais les nomment gigots sur pattes. Leur nom est le double de celui des habitants. Leur viande aromatisée est maigre et tendre. Les brebis sont d'excellentes mères. Elles se promènent en liberté avec généralement 2 agneaux. Chaque printemps, après l'agnelage, les agriculteurs laissent brebis et agneaux divaguer dans les montagnes où ils passent l'été comme des animaux sauvages afin de devenir bien gras. À l'automne, le premier samedi après le 12 septembre, les troupeaux sont regroupés dans une trieuse, généralement circulaire et en bois, où les éleveurs sélectionnent ceux qui deviendront le clou du repas de Noël et ceux pour la reproduction. Ils reconnaissent leurs brebis, béliers et agneaux car ils sont marqués à l'oreille. Certains moutons ne sont retrouvés qu'à la fin de l'hiver et d'autres sont perdus à jamais, pris au piège et dévorés par les corbeaux affamés. L'enrubanage du fourrage est la technique adoptée dans tout le pays pour pourvoir à la nourriture des animaux durant le long hiver islandais. Tout au long de notre voyage, nous verrons des ballots blancs, verts ou roses. Cette plante est aussi connue
sous le nom d'herbe à coton. Un formidable sujet pour les amateurs de photographie que ce baleinier, construit en 1912 et échoué en 1981. Ce littoral est constitué de falaises mesurant 14 km de longueur et culminant jusqu'à 444 mètres d'altitude. Ces dernières constituent un lieu de vie pour des millions d'oiseaux marins qui y nidifient. Cette multitude d'oiseaux, peu farouches, se laissent approcher à quelques mètres pour poser devant le photographe. Le pingouin torda, ou petit pingouin, est un oiseau de mer bicolore, aux ailes courtes et de petite taille. C'est un oiseau essentiellement pélagique, oiseaux qui vivent en pleine mer et ne reviennent à terre que pour la saison de reproduction. L'unique œuf de l'unique ponte est déposé à même la roche. Il est conique afin d'éviter un roulé-boulé dans la mer en contrebas. Comme le pingouin torda, le guillemeau de Troïl est un oiseau pélagique. Son œuf unique, déposé à même la roche, est aussi conique pour éviter la chute. La mouette tridactyle est un oiseau de mer élégant qui vit en énormes colonies. Le nid, fait d'herbe et de plumes, est situé sur une corniche étroite. La femelle dépose 1 à 3 œufs et les deux parents incubent durant 24 à 28 jours. Les poussins, duveteux, sont blancs avec le dos et les ailes grisâtres. Ils restent sur la corniche où ils sont veillés en permanence pendant 4 semaines. La prédation par les goélands est très importante, entraînant de faibles taux de réussite des couvées dans certaines parties des aires de reproduction. Aucune confusion possible pour cet oiseau marin, symbole de la Ligue française pour la protection des oiseaux. Le macareux moine, également appelé perroquet de mer, est un oiseau exclusivement marin de l'Atlantique Nord et de l'Arctique. Il est rarement vu à terre, excepté pour se reproduire. Lors de la parade nuptiale, le bec s'orne de couches cornées vivement colorées. Les couples se forment alors. Les partenaires se touchent le bec frontalement. Le mâle excité pousse la femelle qui rejoint l'eau où l'accouplement se passe. Le macareux creuse à l'aide de son puissant bec et de ses pattes de profonds terriers, 1 à 2 mètres de long, où il construit et protège son nid. L'espérance de vie théorique d'un macareux moine est d'environ 25 ans. Comme la plupart des espèces à longue durée de vie, il se reproduit peu. Il ne pond qu'un seul œuf par an, posé à même la terre au fond du terrier de fin avril à mai. L'œuf est couvé durant 40 à 43 jours. Le poussin mange des poissons, principalement des lançons entiers, apportés par les parents, qui les lui présentent, pendus et alignés de chaque côté du bec, jusqu'à 30 en même temps, ceci durant 6 semaines où les parents ne s'alimentent plus ou presque plus. Afin d'en capturer d'autres, il coince les premiers poissons entre la langue et la mandibule supérieure et continue de pêcher. Ils sont bien adaptés à la pêche sous-marine, souvent à plus de 15 mètres de profondeur.
Le jeune oiseau doit ensuite jeûner une huitaine de jours, ses parents effectuant alors leur mue et ne pouvant provisoirement plus voler car ayant perdu leur rémige. Affamés, les petits sortent alors du nid, toujours au crépuscule, et s'élancent maladroitement du haut de la falaise en agitant leurs petites ailes. C'est un moment où ils sont particulièrement vulnérables car non protégés par les parents. Ces chutes sont composées d'une série de 7 chutes ayant chacune son propre nom et dont la plus grande est nommée en français étourdissant. Elle s'écoule sur une hauteur totale de 100 mètres, sur une largeur d'environ 30 mètres au sommet et 60 mètres en bas de la chute. C'est à son plumage extraordinairement bigarré que l'arlequin plongeur doit d'avoir hérité d'un nom synonyme d'un personnage très coloré de la pantomime italienne. Il fréquente les eaux vives, là où peu d'espèces parviendraient à le suivre. Son alimentation consiste principalement en larves d'insectes aquatiques.
Dès 1945, les Islandais ont fait venir du lupin d'Alaska pour coloniser les sols pauvres et limiter leur érosion, surtout dans le centre du pays. C'est une plante qui supporte bien les conditions climatiques difficiles, donc en Islande, il se sent chez lui. Ville la plus importante des fjords de l'Ouest, avec ses 2600 habitants et son port naturel qui fut un bastion de la pêche à la baleine. Cet immense fjord, lui-même entaillé par toute une série de fjords plus petits, pénètre la région sur près de 80 km à vol d'oiseau. Ce trajet, l'un des plus célèbres d'Islande, longe le bord de l'eau sur près de 180 km. Les Islandais disent qu'ils vont faire le Djup. Le harhuppé est un canard plongeur. Son bec effilé rouge, sa tête noire avec des reflets verts, son collier blanc et sa huppe lui confèrent un style inimitable. Sur la côte est des fjords de l'Ouest, portés par les courants, s'échoue une impressionnante quantité de bois venus de Sibérie. Ces troncs ont constitué depuis toujours une opportunité majeure dans ce pays sans arbres. Ils permettaient les constructions navales, fournissaient la charpente des maisons et donnaient la matière de nombreux objets usuels. C'est toujours le cas aujourd'hui. Les troncs mettent des années à partir des estuaires des grands fleuves sibériens pour parvenir jusqu'ici, et leur saturation en sel les rend particulièrement durs et imputrescibles. L'huîtrier épi est un limicole qui se caractérise par son long bec rouge-orange, par ses pattes très roses. Il cherche sa nourriture dans la vase, mais il est capable également de détacher des rochers les mollusques et les crustacés. Son bec, à la pointe un peu relevée et adaptée, lui permet d'ouvrir les bivalves en l'insérant entre les deux parties de la coquille. Du village, un trajet en bateau de 10 minutes nous permet de faire le tour de l'île, puis de mettre le pied à terre à la découverte de sa faune volante. La population de Makarö en période de reproduction est estimée à environ 80 000 individus, une des plus grosses colonies au monde.
Une plaisanterie locale veut que les seuls touristes qui s'arrêtent dans le nord-ouest de l'Islande sont ceux que les policiers obligent à se garer sur le bas-côté de la route circulaire pour excès de vitesse. Il y a du vrai. Des villages de pêcheurs, dont l'histoire reflète les fortunes diverses du pays, s'accrochent à la vie, reliés au monde par des pistes en terre. Le faucon gerfaut est une espèce de rapace qui vit dans les régions les plus septentrionales de l'hémisphère nord. C'est le plus grand faucon du monde. L'Islandais est un cheval de selle de petite taille descendant direct des montures amenées en bateau par les Vikings lors de la colonisation de l'Islande. Les importations de chevaux étant interdites sur l'île depuis le Xe siècle, l'Islandais n'a pas subi de croisement depuis les années 900. Ces animaux sont caractérisés par leur robe très variée et leur particularité de posséder fréquemment 5 allures en plus des 3 allures habituelles du cheval. Leur utilisation est multiple puisqu'ils servent encore au gardiennage des moutons sur leur île. Des courses et des concours d'allure leur sont totalement réservés. Ils peuvent également être élevés pour leur viande, bien qu'ils soient employés comme monture de loisirs. Cette église de 1834 est un bel exemple de l'architecture en bois recouverte de tourbe qui prévalait jadis. Cette ferme a été habitée jusqu'en 1947, date à laquelle elle est devenue propriété du Musée national d'Islande. Les bâtiments datent de périodes différentes, du XVIIIe et XIXe siècle, mais ils sont tous construits dans le style de la construction en tourbe qui était général dans les régions rurales d'Islande jusqu'à environ 1900. La ferme est composée de 16 petites pièces ayant toutes une fonction différente. C'est dans cette grande pièce que le fermier, sa famille et les domestiques prenaient leur repas, travaillaient et dormaient. Elle comprend 11 lits et comme 2 personnes partageaient souvent le même lit, elle pouvait abriter une vingtaine de personnes. Les femmes étaient réparties du côté des fenêtres car leur travail, filage et couture exigeaient une meilleure lumière. Ces magnifiques bâtisses montrent à quel point la vie en Islande était rude à cette époque.
Jadis, prospère et dynamique, c'est aujourd'hui une petite localité de 1200 habitants. À son apogée, elle comptait 10 000 travailleurs, et les bateaux de pêche se pressaient dans le port pour décharger leur cargaison de harengs que les femmes vidaient et salaient. Ne reste plus que le musée de l'ère du hareng. Les barges à queue noire sont assez bruyantes et démonstratives pendant la période de reproduction. Il fait partie des plus grands limicoles de la faune européenne. Son plumage n'a pas beaucoup de relief, mais il a, en revanche, un long bec incurvé qui semble disproportionné par rapport à sa tête. Les deux parents élèvent les poussins et se montrent agressifs envers les intrus, animaux ou humains, qui violent leur territoire. Important port maritime avec une population d'environ 18 000 habitants. Il s'agit de la deuxième agglomération d'Islande derrière Reykjavik. Elle est le plus grand centre de service dans le nord du pays. Une des chutes les plus célèbres d'Islande. Elle fait 12 mètres de hauteur sur 30 mètres de largeur.